Bonjour, donc nous allons parler aujourd'hui du syndrome d'apnée du sommeil qui rencontre actuellement un tournant dans sa compréhension, dans sa physiopathologie et dans notre conduite à tenir. Alors il y a deux éléments sur lesquels je voulais vous entretenir. Essentiellement, c'est surtout deux éléments plutôt modernes qui sont la prévalence, car il y a une modification, une découverte d'une prévalence plus importante et surtout l'impact au niveau de la santé publique. Alors, deux graphiques qui sont des graphiques élémentaires, qui viennent du flux nasal et qui représentent l'apnée, c'est-à-dire il y a un arrêt de la ventilation nasale, soit une hypopnée. Alors l'apnée est accompagnée soit d'une désaturation ou non, c'est peu important, mais l'hypopnée, qui est une baisse de l'amplitude de 30% du signal, doit être accompagnée d'un phénomène soit de micro-éveil du cerveau, soit d'une désaturation pour qu'on puisse en tenir compte, car on sait maintenant que ces deux éléments sont nécessaires pour que les complications apparaissent secondairement au syndrome d'apnée du sommeil. Il s'agit donc d'un véritable problème de santé publique, comme je vous en ai parlé au tout départ, et on sait qu'il y a eu non simplement pas mal d'accidents catastrophiques au niveau des centrales nucléaires parce que les gens s'étaient endormis, et on sait maintenant que chez les pilotes, par exemple de compagnies aériennes, ils sont souvent testés sur la somnolence parce qu'il y a eu des catastrophes humaines à cause de ce problème-là. Alors, en dehors de la Wisconsin cohorte qui a été découverte il y a quelques années, mais qui était orientée sur une certaine population, surtout avec pas mal d'hommes, et surtout ils avaient utilisé des détections du flux nasal qui étaient essentiellement basées sur la thermistance. Or, Raphaël Heinzer, un Suisse, a analysé une autre cohorte qu'il a appelée Hypnolos, de Lausanne donc, et a pu mettre en évidence des modifications de ces prévalences. Et on sait maintenant que lorsque l'on associe des prévalences supérieures à 5 apnées par heure avec une pathologie de type comorbide que sont les pertes de la libido, les pertes de la mémoire, les conséquences cardiovasculaires, la fatigue et la dépression, c'est-à-dire les troubles cognitifs, et on se rend compte qu'à ce moment-là, le taux peut apparaître jusqu'à 75% chez les hommes et 52% chez la femme, ce qui n'était pas le cas au départ, puisque les chiffres qui apparaissent dans tous les articles actuellement sont souvent de 9% chez l'homme et de 4% chez la femme. Alors, de ces faits, il y a le deuxième élément que je voulais vous rapporter, c'était surtout le coût au niveau social. Et on s'est rendu compte que le syndrome d'apnée du sommeil, non simplement était responsable des accidents de la voie publique, et c'était quelque chose d'extrêmement prégnant, en tout cas dans l'école bordelaise par le professeur Pierre Philippe, et on s'est rendu compte que 15 apnées par heure pouvaient correspondre à un taux d'alcoolémie de 0,8 grammes par litre. C'est dire l'importance de pouvoir repérer ces patients, surtout quand ils étaient des professionnels de la route. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, absentéisme, maladie et surtout accident du travail. Et puis, il y a une conséquence au niveau du partenaire de lit. Lorsqu'on ronfle beaucoup, il peut y avoir des séparations de couple. Et c'est vrai que l'impact au niveau social peut être extrêmement important. Alors l'histoire nous rappelle des choses qui me sont un peu peut-être propres, parce que j'ai beaucoup aimé un monsieur qui s'appelait monsieur Christian Guilleminault, qui était français, marseillais, et qui a fait toute sa spécialité à Stanford, et qui surtout a pu expliquer l'horizontalité de cette surspécialité. Devaient s'en occuper donc les otorhinos, nous. Et c'est lui qui nous a amenés un peu sur le marché, je dirais de façon un peu triviale, sur le marché de l'apnée, parce qu'il s'est rendu compte que c'était notre sphère qui était responsable des phénomènes de résistance respiratoire dans ce contexte du sommeil. Et donc, il a amené aussi les neuropsychiatres, les pneumologues, surtout les médecins généralistes, mais il fallait qu'ils aient une espèce de philosophie du sommeil. S'ils n'avaient pas eu la passion du trouble de sommeil, c'était compliqué de se parler entre nous. Et c'est lui qui a amené cette espèce de passion commune et cette espèce d'horizontalité dans la surspécialité. Le deuxième personnage, c'est Sullivan. C'est un monsieur australien. Donc il y a une invention, un peu comme toutes les belles inventions, elles sont toutes assez banales. Il a pris un aspirateur, il a monté la turbine à l'envers et il a pulsé de l'air. C'est-à-dire qu'il a transformé l'air qui était dans nos voies aérodigestives supérieures en un conduit dont la pression était supérieure à la pression atmosphérique.
pas supérieure à 0, mais supérieure à la pression atmosphérique, ce qui faisait qu'on respirait dans une espèce d'attelle pneumatique. Et bien, il s'est rendu compte qu'il contrait l'espèce de collapsus, et donc les désaturations, et il guérissait ses patients. Est née la PPC, qui est vraiment le maître traitement qu'on ne peut pas et jamais ignorer, même dans aucune étude, lorsque vous comparez des nouvelles techniques chirurgicales ou des techniques de type orthèse, vous êtes obligé de la comparer à la PPC pour être crédible. Donc ça a été vraiment une invention. Ça date de 1982, c'était quasiment hier. Alors c'est quoi le syndrome d'apnée du sommeil? C'est un collapsus des voies aérodigestives supérieures. Elle est soit complète, c'est-à-dire que vous avez les bords qui se rejoignent, il n'y a pas de passage d'air, soit il y a un collapsus incomplet où il y a un passage d'air encore, mais qui induit les mêmes complications générales que peuvent induire l'apnée du sommeil. Alors sur ce schéma, on voit de façon assez ludique que l'accélération de la vitesse du flux au niveau de nos voies aérodigestives supérieures provoque une diminution de la pression. Or, c'est quoi la diminution de la pression? Que l'apparition du collapsus et tout le traitement qui va en découler, c'est-à-dire essayer d'aller contre cette pression négative. C'est pour ça qu'on parle de pression positive, d'attelle pneumatique pour la PPC et d'attelle mécanique pour l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors en 2010, la Haute Autorité de Santé a donc eu le besoin et la nécessité de sortir et de parler de recommandations. Donc on était à peu près une soixantaine de spécialistes s'intéressant au sommeil, que ce soit les otorhinos, les pneumologues ou les neurologues. Et donc nous avons édité des recommandations qui sont un peu le copier-coller des recommandations canadiennes. Alors vous voyez sur ce schéma qu'il y a pour définir le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, des critères qui sont des critères A, B ou C. Et dans ces deux bras, le seul point commun est le critère C, c'est-à-dire l'augmentation de l'index d'apnée-hypopnée supérieur à 5. Parce qu'on sait maintenant que c'est quand on a un index supérieur à 5 qu'on commence à avoir des complications cardiovasculaires. Alors les critères A, celui-là, il est seul, c'est la somnolence, c'est le maître symptôme qui va accompagner le syndrome d'apnée du sommeil. Et c'est sur ce symptôme qui est uniquement clinique que nous allons pouvoir évaluer, je vous en parlerai, de la gravité du syndrome. Les deux autres critères que nous devons avoir, c'est le ronflement et les différents éléments que sont la sensation d'étouffement, la fatigue, les difficultés d'endormissement, bien sûr, et la nicturie. Alors on fera un petit stop sur la nicturie, mais je vous en parlerai dans la diapositive suivante parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a eu des diagnostics différentiel extrêmement important à retenir. Lorsque vous avez un patient en face de vous, on se bat toujours, et Guilleminot disait toujours que c'était la clinique qui allait emporter l'affaire. Alors sachez que le sommeil non rafraîchissant, c'est très important à poser comme question, car certaines pathologies donnent des sommeils rafraîchissants, la narcolepsie. Vous endormez 10 minutes et vous avez complètement récupéré. Un apnéique, quand il dort 10 minutes, il est encore plus fatigué. Et donc le sommeil non rafraîchissant est une question très importante à poser. Le sommeil agité, la nicturie bien sûr, qui est due à une hormone natriurétique sécrétée par le cœur droit. Et vous pouvez imaginer que les pressions négatives qui sont développées pendant l'apnée du sommeil va comprimer l'oreillette droite et faire sécréter cette espèce d'hormone. Et donc ça va induire une nicturie, c'est-à-dire que vous allez vous lever plus de 2 à 3 fois dans la nuit. Vous n'êtes pas prostatique. Le jour où vous êtes traité, cette nicturie disparaît. Et les autres signes, bien sûr, qui sont la céphalée matinale, qui est en rapport avec, bien sûr, la capnie, parce que non simplement l'oxygène diminue dans le sang pendant ce syndrome, mais il y a aussi une augmentation de la capnie. Les ronflements dont vous préciserez, bien sûr, s'ils sont toutes les nuits, toute la nuit, et depuis combien de temps? Parce que chez la femme ménopausée, on sait très bien que ces ronflements peuvent apparaître au moment de la ménopause. Il y a des circonstances particulières qui sont des augmentations de poids, bien sûr, ou le fait, par exemple, d'avoir une pathologie articulaire de l'épaule qui vous oblige souvent à dormir sur le dos. Et on sait maintenant que quand on dort sur le dos, bien, on a un odds ratio, c'est-à-dire un risque plus important d'avoir des résistances respiratoires plus augmentées. Donc, l'ORL, l'examen ORL, nos grands maîtres nous ont toujours appris qu'il s'agissait d'un examen minutieux avec un excellent éclairage. Et l'orientation particulière que vous allez avoir en regard de ces patients, c'est surtout d'avoir un œil sur le contenant et le contenu. Et de tout temps, vous allez juger de ce rapport. Le contenant, c'est l'os, donc la croissance faciale.
Donc il faudra regarder ce qui se passe au niveau de l'os, qu'on n'est pas très habitué à faire quand on regarde des faces longues, et je vous montrerai quelques images. Et quant au contenu, ça on est un peu plus adroit, puisque nous sommes capables d'observer l'anneau de Valdeyer, une grosse langue, et surtout l'aspect un peu crénelé des bords latéraux de langue, sur une langue qui n'a pas la place de se positionner, un peu comme dans une petite boîte de camembert. Alors, vous voyez sur ces images, on voit le malampathie. Alors, j'ai dit modifié parce que je vous demande de ne pas utiliser d'abaisse-langue. C'est le princeps que vous devez toujours connaître quand vous examinez vos patients. On n'a pas besoin de l'agresser. Lorsqu'il ouvre la bouche, vous allez regarder un palais ogival. C'est quoi un palais ogival ? C'est un maxillaire qui est réduit, c'est-à-dire qui n'a pas grandi pendant sa jeunesse et qui est dû essentiellement à l'obstruction nasale chez les enfants qui vont établir une face longue, et vous voyez le schéma du milieu. La face longue n'est que la conséquence de la respiration buccale de l'enfant, c'est dire l'importance de notre prise en charge précoce en opérant ces enfants et des végétations et des amygdales, en leur redonnant une respiration nasale. Le passage de l'air dans le nez va donner l'équilibre de la croissance faciale, donc on est vraiment dans le contenant. Et il y a un système qui m'est un peu cher, c'est l'angle cervico-mentonnier. On accuse les gens d'avoir de la graisse dans l'angle cervico-mentonnier lorsqu'il va vers les 180 degrés, c'est-à-dire vers un angle plat. Or, il n'en est rien. C'est la position de l'os hyoïde qui va en bas et en avant par respiration buccale. Il va s'éloigner de la mandibule, de la partie horizontale de la mandibule. Et donc, comme vous savez, la langue s'appuyant sur cette hyoïde, la glossoptose et la vascule arrière va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, il ne sert à rien d'opérer du voile du palais, et ça, je raccourcis un peu la fin de mon topo, une personne qui a un angle cervico-mentonnier à près de 180 degrés, c'est dire l'importance de l'observation. Alors, sur ce schéma, je ne peux pas économiser le fait que vous êtes obligé d'avoir une classification sur le malampathie, modifiée toujours sans abaisse-langue, et surtout sur la grosseur des amygdales. Et on sait par exemple qu'un malampathie de type 1 sur le schéma en haut à gauche, où vous voyez que la langue est très basse et très mobile avec de très grosses amygdales, ça donne d'excellents résultats chirurgicaux. Donc cette analyse est tout à fait nécessaire pour pouvoir appliquer ses connaissances sur le fait d'avoir une éventuelle réussite chirurgicale. Alors bien sûr, si vous mettez un spéculum dans le nez, vous ne verrez jamais le pinching nose que vous voyez là, et vous voyez bien un collapsus de la valve nasale, tant on sait que la valve nasale va représenter près de 30 à 40% de toutes les résistances respiratoires lors de l'inspiration. C'est dire l'importance de cette valve et de la juger. Un examen qui nous est propre et qui a été longtemps usité, qui est la manœuvre de Wühner, je ne peux pas ne pas vous en parler. C'est un Valsalva inversé et qui permet d'aller chercher le niveau d'obstruction au niveau de la partie rétro-basilinguale, rétrovélaire ou au niveau de l'épiglotte. Il a été très discuté parce que la corrélation avec l'examen véritable n'est pas tout à fait faite, parce que les pressions négatives que l'on développe sont 2 à 3 fois supérieures aux pressions qui sont développées lors des apnées du sommeil. Mais je pense que ça peut être un examen qui peut être fait à la verticale et couché, ce qui nous donne quand même une véritable idée sur le niveau d'obstruction et le site obstructif. Et puis 2 éléments que, messieurs les otorhinos, vous allez acheter et mettre dans vos cabinets, c'est un mètre de couturière, car on sait que le tour de taille est l'élément péjoratif et qui va être en rapport avec le syndrome métabolique. Il ne s'agit plus de l'index de masse corporelle, mais il s'agit essentiellement de déterminer s'il y a de la graisse abdominale, et on sait qu'il y a un rapport, une corrélation directe et délétère entre la présence de graisse abdominale, bien sûr, et le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, et bien sûr un tensiomètre, ce qui vous orientera vers la normalité d'une tension ou pas. Quelques radios sont quelquefois nécessaires, pas obligatoires. La téléradiographie de profil, on la fait rarement. Souvent, on la reçoit avec le patient qui nous a été adressé par un orthodontiste. Un panoramique dentaire, c'est nécessaire car dans le traitement, l'orthèse nécessite qu'un bilan radiologique dentaire soit effectué. Et bien sûr, lorsque vous avez une déviation de la cloison, il est difficile de faire l'économie d'un examen des cavités aériennes lorsqu'il y a une véritable déviation de la cloison. Alors maintenant que vous avez examiné votre patient,
il faut déterminer s'il est grave ou pas. Faut-il le prendre en charge? Parce que longtemps, il a été discuté que l'index d'apnée-hypopnée allait donner la sévérité de votre syndrome. Eh bien, je pense que la philosophie a un tout petit peu changé au niveau de cette prise en charge. Et sur ce schéma, je tiens à noter les 3 niveaux de sévérité, qui sont les niveaux légers, moyens et sévères, qui sont index d'apnée-hypopnée dépendant. Alors ça, c'est facile, c'est toujours usité, bien sûr, mais je pense que l'avenir nous donnera tort quant à l'index. L'index n'est qu'un symptôme du syndrome. Ce sont les autres syndromes cumulés qui vont vous donner la gravité du syndrome, et notamment la somnolence. Alors cette somnolence, elle est dite légère lorsque vous endormez dans des circonstances faciles, lorsque vous êtes allongé après un repas, allongé sur un canapé, c'est très difficile, c'est très facile de s'endormir. Moyen si vous avez une activité un peu plus éveillante, parce que de travail, d'apprentissage, et bien sûr si vous avez une stimulation extrême parce que vous êtes dans une réunion, parce qu'on vous pose des questions, parce que vous parlez à quelqu'un, parce qu'une très jolie fille passe à proximité, si vous endormez à ce moment-là, bien sûr vous avez un niveau de somnolence qui est quand même important et vous pouvez le juger directement. Alors donc plusieurs moyens pour juger de la sévérité. Je vous ai parlé donc de l'index d'apnée-hypopnée. Alors donc il n'y a pas d'autre moyen que d'enregistrer les patients. Alors 2 techniques, soit la technique ventilatoire où vous n'allez rechercher que les apnées et les hypopnées sans toucher à la partie cérébrale, c'est-à-dire sans jamais savoir si le patient dort ou pas. Ça c'est la technique en polygraphie qui est souvent, si on est un peu technique qu'on a l'habitude, c'est un excellent moyen. La simple chose que je demande, c'est que les gens lisent leurs enregistrements et qu'ils ne fassent pas confiance à l'analyse automatique. Ça, c'est très important dans notre métier. Et le deuxième élément, au phénomène ventilatoire et respiratoire, on rajoute de l'électricité cérébrale, ce qui permet de détecter si vous êtes dans l'endormissement, dans le sommeil paradoxal ou dans le sommeil lent. Alors pourquoi ça? Parce que dans le sommeil paradoxal, les bronchopneumopathies chroniques obstructives donnent des désaturations extrêmement fortes. Donc c'est un patient que vous devez orienter vers le pneumologue assez rapidement. Ça s'appelle des syndromes de recouvrement en français, et donc vous êtes obligé de détecter et le sommeil paradoxal et les phénomènes de désaturation. Donc, comment on choisit à peu près la polygraphie, la polysomno? Sachez que quand vous avez une clinique claire et que vous savez que le patient n'a pas un sommeil agité ou fragmenté, vous pouvez vous orienter vers une polygraphie. Vous n'avez pas besoin de savoir s'il dort bien ou s'il dort mal. Si vous avez un doute sur une autre maladie du sommeil, ou si vous avez un doute sur la continuité de son sommeil, savoir s'il dort véritablement, vous êtes obligé de faire une polysomnographie. Donc, c'est avec ces éléments-là que vous allez prendre une décision thérapeutique et surtout faire le diagnostic définitif du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Alors, le deuxième élément dont je vous parlais, c'est la somnolence. Un peu compliqué. Sachez qu'il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Stanford ou l'échelle d'Epworth, qui est jugée donc de 0 à 24. Il n'y a pas beaucoup de corrélation entre la gravité de l'index d'apnée-hypopnée et la gravité et les chiffres importants de l'échelle d'Epworth. Sachez simplement que vous devez voir rouge si vous avez une échelle supérieure à 16 sur 24. Vous n'avez peut-être pas un syndrome d'apnée du sommeil, vous avez probablement une maladie du sommeil qui peut être soit une narcolepsie, soit une hypersomnie idiopathique. Donc, sachez que vous avez un système d'alerte quand vous utilisez cette échelle, mais n'en tenez pas compte pour juger véritablement de la somnolence. L'échelle de Pichot, c'est une échelle que quelques-uns des médecins font, qui est une échelle de fatigue, et puis le questionnaire de Berlin, qui est plutôt orienté vers l'association ronflement et apnée du sommeil. Et puis j'en viens à une chose qui est un peu le dada nouveau des somnologues, c'est la comorbidité. On s'est rendu compte qu'un patient qui avait 5 d'apnée-hypopnée du sommeil pouvait faire peut-être des complications que ne feront jamais un patient qui a 40 apnées par heure. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers d'autres systèmes. Et donc on sait maintenant que le temps de sommeil, la courbe sous le zéro de la désaturation, les variations de la fréquence cardiaque, savoir que lorsque vous avez des antécédents d'hypertension, d'accident cardiaque dans votre famille, vous avez un autre ratio qui est très important de faire des complications lorsque vous avez un syndrome d'apnée du sommeil. Donc retenez qu'il y a d'autres éléments que les éléments qui s'attachent à l'index d'apnée-hypopnée et vous aurez un avis moderne sur votre patient. Alors nous, en ORL, on a voulu essayer de réintroduire la chirurgie,
mais on a été pris quand même pour des gens qui ne connaissaient pas bien le niveau d'obstruction. Donc il y a eu une étude qui a été faite sur ce qu'on appelle l'endoscopie sous sommeil induit, que vous connaissez tous, qui est fait maintenant avec ce qu'on appelle une anesthésie intraveineuse avec objectif de concentration. C'est le seul moyen que nous avons pour aboutir à une anesthésie qui ressemblerait de près ou de loin à un sommeil. Donc on profite de cette anesthésie qui se fait bien sûr avec un système de repérage de la concentration des ondes lentes pendant le sommeil. Et c'est grâce à ce système que nous pouvons alors introduire un nasofibroscope et juger bien sûr de l'obstruction. Alors, vous voyez sur cette diapositive les 6 cas de figure que vous allez recueillir, bien sûr, et qui vous donneront, bien sûr, les indications et les contre-indications de la chirurgie. Commençons par en haut à gauche, circulaire, contre-indication lorsque vous voulez poser un stimulateur de langue. La partie en haut, au milieu, c'est un latérolatéral typique d'une amygdale, qui est obstructive. Une partie en haut à droite où vous avez les amygdales linguales qui sont responsables, alors même qu'à la partie centrale du bas, vous avez une amygdale musculaire qui est responsable. À gauche, en bas, vous avez une magnifique épiglotte. Et souvent, les syndromes d'apnée-hypopnée non expliqués par les phénomènes ou par les éléments morphologiques, eh bien, on se rend compte qu'il y a des participations épiglottiques. Et puis, en bas à droite, vous avez une participation vélaire. C'est probablement celle qui donne les meilleurs résultats lorsqu'on veut opérer nos patients du voile. Et donc, vous avez un système qui est le système dit VOTE, c'est-à-dire voile, oropharynx, T, c'est la langue, tongue et épiglotte. Et vous avez vu qu'on peut juger de la participation antéro-postérieure ou latérale des différents niveaux, vélopharynx, oropharynx, la base de langue et donc l'épiglotte, ce qui permet entre nous de se parler le même langage. Donc nous arrivons à la partie intéressante pour les ORL, c'est-à-dire le choix thérapeutique. Et souvent, on a été pris pour des gens qui ne connaissaient pas bien ce système. Et donc, sachez qu'il y a quand même un trépied thérapeutique, mais qui nous appartient, puisque nous sommes capables de prescrire et la pression positive continue, et l'orthèse d'avancée mandibulaire, et d'effectuer la chirurgie. Et donc, c'est sur ce trépied thérapeutique que nous allons raisonner dorénavant. Alors, la pression positive continue, sachez une chose, c'est qu'elle doit être portée minimum 4 heures par nuit, sinon elle n'est pas efficace, elle n'est pas efficiente, et les complications peuvent s'en découler. Donc, soit vous portez votre pression positive continue toute la nuit, et vous aboutissez surtout à un résultat final qui fait que vous portez au moins 4 heures et vous avez une destruction des syndromes d'apnée-hypopnée du sommeil. Pour ça, il faut la porter toute la nuit. Quant à l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est une solution qui nous appartient aussi, sachez que maintenant, l'orthèse d'avancée mandibulaire est rentrée en autorisation de prescription de première intention. Et donc, nous pouvons, lorsqu'on a un index d'apnée supérieur à 15 par heure, prescrire de première intention donc cette orthèse d'avancée mandibulaire. Et sur le schéma, vous voyez que les résultats sont plutôt bons. Vous avez près de 80% de bons résultats pour l'orthèse. Lorsque l'on prend les orthèses avec les résultats de façon globale, sauf si vous demandez un index d'apnée-hypopnée inférieur à 10, dans ces cas-là, le résultat est un peu moins bon et vous arrivez à peu près à 60% de bons résultats sur le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Je vous rappelle que lorsque vous mettez une PPC 4 heures par nuit sur un sommeil de 8 heures, vous n'avez baissé votre index que de 50%. Donc si vous partez de 40 apnées par heure, votre résultat final est de 20 apnées par heure et vous n'arrivez pas, donc vous êtes inférieur à 50%. Alors qu'avec l'orthèse, lorsque vous êtes passé à 60%, vous êtes un peu supérieur en efficacité sur le syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Et puis, parlons quand même de la chirurgie. Et il est difficile de faire l'économie de ce que Pang nous a appris, c'est-à-dire une technique particulière que l'on peut trouver dans tous les livres, que je ne vais pas vous décrire parce que c'est un peu long. C'est une technique qui est dans l'élargissement de la partie latéro-latérale du pharynx et surtout de l'agrandissement de la partie antéro-postérieure rétrovélaire, c'est-à-dire toutes les parties qui pêchent lorsqu'on a un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, à l'époque, on faisait plutôt de l'ablation. Maintenant, on fait de la reconstruction et lorsque l'on a des indications qui suivent une endoscopie du sommeil, vous voyez que les résultats sont presque à 70% de bons résultats. C'est-à-dire que nous réintégrons
la noblesse du traitement du syndrome d'apnée du sommeil, alors que souvent et longtemps, on nous a demandé de ne pas faire d'ablation du voile parce que ça donnait de bons résultats. Et vous voyez que lorsque l'on connaît bien le sommeil et qu'on a décidé de faire les choses correctement, eh bien on se rend compte qu'on a d'excellents résultats. Quant à la chirurgie nasale, sachez qu'elle ne donne pas de très bons résultats. Elle est nécessaire et obligatoire lorsque vous voulez mettre en place une pression positive continue sur le nez, alors même que le nez est dévié. Il est impossible d'avoir une bonne observance du traitement lorsque le nez est dévié. Vous n'aurez pas d'action sur l'index d'apnée, mais sur l'observance, c'est déjà pas mal de la PPC. Et il est nécessaire, lorsque vous mettez ou lorsque vous construisez une orthèse d'avancée mandibulaire, le patient doit absolument respirer par le nez, sinon les résistances respiratoires ne vont pas changer. Donc la chirurgie nasale ou naso-sinusienne, elle est dans un contexte d'amélioration des autres traitements, et elle vient en dernier lieu si jamais les autres traitements, bien sûr, ne sont pas admis. Et puis, la chirurgie orthognathique, vous êtes obligé d'en parler à votre patient parce qu'elle donne d'excellents résultats. À court terme, à 5 ans, ça donne quelques 90% de bons résultats. Mais faut-il encore avoir les anomalies dont je vous parlais au départ, du contenant, c'est-à-dire la micro-rétrognathie ou l'hypoplasie maxillaire, c'est-à-dire lorsque vous avez des déficits de croissance ou des dysfonctionnements qui sont intervenus lorsque vous étiez plutôt enfant. Et puis, le rêve de nous tous, c'est de trouver un traitement médical. Des études sont faites avec l'atomoxétine et puis l'oxybutynin. Le premier médicament qui est le Strattera a été utilisé par les pédopsychiatres et les psychiatres dans le cadre du trouble du déficit de l'attention-hyperactivité. Et l'association de ces deux traitements donne d'excellents résultats. Sauf qu'actuellement, ce sont des études qui sont en phase 4 et qui ont donné quelques complications cardiovasculaires. C'est pour ça que je pense que ce traitement n'arrivera sur le marché que dans quelques années. Et puis, quels sont nos échecs thérapeutiques? N'oubliez jamais qu'un obèse donne de mauvais résultats, que la dysmorphose dentosquelettique que vous n'aurez pas diagnostiquée au départ vont vous donner vos moins bons résultats lorsque vous ferez de la chirurgie nasale ou de la chirurgie oropharyngée. Bien sûr, le dysfonctionnement nasal que vous devez absolument diagnostiquer. Et puis, je vous ai parlé de l'angle savico-mentonnier du départ. Sachez que c'est un très mauvais argument chirurgical lorsque vous le constatez. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler de cette dernière étude d'Eckert. Alors bien sûr, il y a un apport morphologique, mais on sait maintenant qu'il y a un apport des centres respiratoires qui sont responsables, il y a un apport de la contraction musculaire probablement, et puis il y a un apport du rétrocontrôle. Et ces trois éléments dont je vous ai parlé, qui sont les trois branches inférieures sur le schéma que vous voyez, auront des indications thérapeutiques différenciées. Et ce sera par ce biais-là que nous allons pouvoir phénotyper nos patients dans l'avenir. Mais si vous avez la connaissance de ça, vous éviterez vos échecs thérapeutiques à l'évidence. Donc en conclusion, c'est quoi? C'est se former au trouble du sommeil pour ne pas ignorer une pathologie autre du sommeil et autre que le syndrome d'apnée. N'oubliez jamais que la clinique est essentielle. C'est elle qui va vous sauver et vous donner l'indication de la sévérité du traitement. L'index d'apnée-hypopnée est un symptôme de la maladie. Il ne fait pas la maladie, n'oubliez pas ça non plus. Recherchez les comorbidités, le syndrome métabolique, le risque cardiovasculaire. Et l'examen ORL est obligatoire. Il est marqué dans toutes les recommandations et il est complètement obligatoire d'effectuer une nasofibroscopie chez ces patients. C'est compliqué de mettre une PPC chez un patient qui a une tumeur du voile ou qui a une tumeur maligne du nez. Merci beaucoup.